Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission À travers. Et merci de choisir la télévision Pacifique pour vous divertir, pour vous former, pour vous informer. Car s'informer, c'est déjà se protéger. Cet après-midi, nous avons avec nous notre géologue Claude Prepty. Bonsoir ingénieur, merci de nous gratifier de votre présence. Bonsoir, c'est un plaisir de participer à l'émission À travers. N'avez-vous pas l'impression, lorsqu'on annonce Claude Prepty, on vous assimile toujours à l'homme qui parle de tremblement de terre, de cette menace Avez-vous cette impression? Oh oui, parce qu'à chaque fois qu'on m'aborde, c'est M. Tremblement de terre, c'est pour me poser des questions sur les séismes. Donc finalement, je passe pour un prophète de malheur. Donc on a peur de m'écouter. Dès qu'on me voit à la télé, ah, ce monsieur-là, Oui, il va oui. nous empêcher de dormir. Oui. Il a parlé de séisme. Bon, ça me fait Pourtant, mal, hein, mais je peux parler d'autre chose. c'est bon d'en parler. Il faut être dans la prévention plutôt que d'être dans l'ignorance ou bien de ne pas en parler. Mais pour le présent moment, on ne va pas tout de suite parler de tremblement de terre. On va plutôt parler de tremblement de cœur, d'âme, pour savoir qui vous êtes, faire de plus en plus connaissance avec votre personnalité. En ce sens, lorsque vous vous regardez, lorsque vous voyez ce que vous avez accompli et qui a contribué ou bien qui ont contribué à faire de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui? Question difficile. À la vérité, je n'aime pas parler de ma personne, mais puisque j'ai répondu positivement à votre invitation, donc je consens volontiers à lever un petit peu le voile sur ma vie privée et vous permettre de passer à travers, parce que c'est le titre de votre émission, n'est-ce pas? Bon, je suis un Haïtien, un natif natal, comme on dit, qui n'a jamais renoncé à sa nationalité. Et j'ai été élevé dans une famille nombreuse. On était 6, 3 frères. On est 3 frères et 3 sœurs. Et ma mère est née en Haïti, haïtienne, à Port-au-Prince. Et mon père est originaire de Jérémie. Donc lorsqu'on parle de Prepty, c'est une famille qui vient de la Grandance, donc de Jérémie. J'ai eu une enfance heureuse, parce que jusqu'à 12 ans, bon, je me sentais heureux. Mon père, qui était toujours à l'extérieur, parce que mon père était capitaine des forces armées d'Haïti, donc il travaillait surtout à l'extérieur, en province. Et chaque année, on allait passer des vacances avec lui. Donc ceci a contribué à me permettre à connaître un petit peu les villes de province. Donc, j'étais insouciant à l'époque, je ne comprenais pas trop ce qui se passait autour de moi en termes de politique, puisqu'on était sous le gouvernement de François Duvalier à l'époque. Donc, je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse jusqu'à 12 ans. Mais à partir de 12 ans, il y a eu une cassure, parce que mon père, je ne dirais pas qu'il s'est brouillé avec François Duvalier, mais étant originaire de Jérémie, François Duvalier avait les militaires jérémiens à l'œil. Et il lui disait toujours, il faut faire attention pour que la Grandance ne soit pas en crue. Et finalement, il a eu un problème avec mon père, qui a été poursuivi. Et mon père a dû se terrer pendant 8 ans. Donc il s'est caché. Et ce qui a eu des répercussions sur notre famille. Parce que je me souviens... Et vous, comment vous viviez ces moments-là? Parce que justement, un après-midi, on était venu l'arrêter à la maison. On n'a pas trouvé. Et on a voulu me prendre à sa place. Vous étiez l'aîné ou non? Bon, j'avais une douzaine d'années à peu près. Donc on a voulu m'apporter à sa place. Bon, finalement, on m'a laissé. Et mon père n'a pas voulu prendre l'exil avec nous parce qu'il pensait que la famille ne se résumait pas à monsieur, madame et les enfants. Il y avait encore d'autres personnes dans la famille. Donc il ne voulait pas s'exiler, il ne voulait pas laisser le pays. Donc il est resté chez lui. Mais la maison était sous haute surveillance, et ce qui me causait des problèmes pour aller à l'école. Donc, au cours de mon adolescence, il y a eu cette cassure, justement, et mon père est resté à la maison. Donc, j'ai été influencé par mon père. Dans quel sens? Depuis lors, il est resté à la maison, et je le voyais toujours, il m'instruisait. C'était quelqu'un qui était un amoureux de littérature. Il aimait le latin, le grec, il aimait beaucoup lire. C'est lui qui m'a initié à la musique classique, à l'opéra. Donc il corrigeait mes dissertations lorsque je revenais de l'école. Donc c'est quelqu'un qui m'a donné le goût du beau.
Il m'a appris également à être respectueux de moi-même, respectueux des autres, d'être ponctuel et d'avoir toujours le respect de la parole donnée. Parce que vous savez, c'était un militaire très rigide, donc il m'a appris cette rigueur. Et j'ai pratiquement été élevé dans une famille de militaires, parce que les parrains de mes frères et sœurs étaient surtout des militaires, donc des militaires qui étaient très connus. C'est ça mon adolescence. Donc pendant 8 ans, nous avons eu des difficultés à la maison. Et mon père est sorti de chez lui à la mort de François Duvalier. C'était en 1971. Et il a recommencé à travailler depuis lors. Et moi, j'ai été à l'université et puis bon, j'ai mené ma vie professionnelle. Donc j'ai commencé à travailler à l'INAREM, qui était l'Institut national des ressources minérales, qui est devenu par la suite le ministère des Mines et des Ressources énergétiques et enfin le Bureau des Mines et d'énergie actuellement. En fait, est-ce qu'il a orienté votre choix professionnel ou bien une autre personne? En un sens, oui, parce que vous savez, autrefois, les parents demandaient à leurs enfants « Qu'est-ce que vous voulez faire lorsque vous serez grand ?» Il m'avait posé la question quand il était en captivité. Je lui ai dit « Je veux être journaliste. » Ah bon? Ben oui. Parce qu'à l'époque, je dévorais le Petit Samedi soir. Ah oui. J'aimais écouter Jean-Dominique. J'avais des copains que je recevais souvent à la maison, des Gassner Raymond, Ézéchiel Abélard, Daniel Laferrière. On était tous de la même promotion. Et moi, je voulais être écrivain. Clitandre également, Pierre Clitandre. Pierre Clitandre. Donc j'ai voulu être journaliste. Et lorsque j'ai dit à mon père, je veux être journaliste, il m'a regardé et m'a dit, ah, c'est pas un métier pour toi. C'est trop dangereux, il faut faire autre chose. Oui, en ce temps-là, on les traquait. Il faut bien comprendre l'époque. Oui, il avait raison. L'environnement. Et je me suis dit, bon, si je ne peux pas être journaliste, je serai architecte. Je vais être ingénieur. Donc je vais m'inscrire à la faculté des sciences pour être ingénieur. Il m'a dit, bon, ça d'accord, tu peux y aller. Mais la politique, ce n'est pas pour toi. Et je me souviens en 1983, lorsque je travaillais déjà au ministère des Mines, j'avais une émission à la TNH qui était animée par une journaliste, Madame Judith Laventure, je ne sais pas si vous l'avez connue. Elle abordait les grands dossiers de l'État et elle invitait des grands commis de l'État également. Et le ministre des Mines à l'époque m'avait délégué pour parler d'un projet que l'on réalisait au ministère. C'était un projet de recherche sur le marbre. Et j'ai eu cette émission et il paraît que le président Jean-Claude Duvalier suivait cette émission. Et après, il a demandé à un de ses officiers de me trouver. Parce qu'il aimerait que je fasse partie de son cabinet. Et l'officier, qui connaissait bien mon père, il a été auprès de mon père pour lui dire, ben, voilà ce que le président Jean-Claude Duvalier veut de moi. Donc il aimerait me nommer secrétaire d'État dans son cabinet. Et mon père de lui dire, laissez ce monsieur tranquille. Il ne fait pas de politique. Et c'est un conseil que mon père m'a toujours donné, ne fais jamais de politique en Haïti. Si tu veux être un professionnel, suis ta profession, fais de la technique, sois un scientifique, mais ne fais jamais de politique dans ce pays. Donc vous avez refusé et en quelque sorte? Bon, il ne m'a même pas contacté, l'officier ne m'a pas contacté parce que mon père a dit, laissez cet homme tranquille. Et arrivé à la maison le soir, il me l'a dit, je lui ai dit, bon, tu as raison, hein, ça ne m'intéresse pas de faire de la politique. Il avait du caractère, hein? Ah oui. S'opposer comme ça à... Et depuis lors, j'ai fait le vœu de ne pas faire de la politique en Haïti. Et d'ailleurs, en 1986, au départ des Duvalier, j'étais au ministère des Mines et le personnel de l'institution m'avait proposé d'être le directeur général. Et j'ai refusé. Et pendant tous les gouvernements qui ont suivi après, on m'a toujours proposé des postes politiques, j'ai toujours refusé. Et finalement... Vous avez écouté le conseil de votre père? De mon père. Et c'était un conseil salutaire parce que finalement... Vous pensez que c'est une bonne décision? C'était une bonne décision, donc j'ai fait carrière, j'ai eu une carrière professionnelle, je me suis fait tout seul, sans l'apport d'un député, d'un sénateur, donc je me suis imposé. On m'écoute maintenant, mais ce n'est pas de la politique. Hein, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc je pense que ces conseils étaient salutaires. Donc, et vous, par rapport à... Vous avez fondé une famille de votre côté, vous avez Oui, je suis femme, marié, enfant. des enfants, et ça va.
Ça bien. va. Oui, Ça va dans votre vie familiale. Oui, ça va bien. C'est bien d'entendre ça. Donc, et par rapport à votre profession, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres professionnels comme vous dans ce domaine, la girologie? Il y Bon, en a, vous je connaissez faisais d'autres? partie d'une promotion à la faculté des sciences qui a eu à étudier la géologie. Parce qu'au Ok. départ, je voulais être architecte, mais à la fin, Mhm, bon, j'ai choisi la géologie parce que j'aime beaucoup la nature, j'aime me promener à la campagne, casser les roches, m'évader. Je me sens toujours un homme libre. mhm, Donc, je ne fais pas de politique. J'ai une devise qui est celle d'une fraternité spirituelle que je fréquente. mhm, C'est la MORC, l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix. Et sa devise est la plus large tolérance de la plus stricte indépendance. mhm, J'écoute tout le monde. Donc, j'accepte toutes les invitations, je mhm, participe à toutes les discussions, je donne des conseils techniques, mhm, mais je suis toujours indépendant. N'attendez pas à ce que je fasse partie d'un club quelconque, d'un parti politique. Je ne suis l'homme de personne. Donc je suis un libre penseur, du moins un libre penseur qui est très indépendant, en fait, qui fait des choix mhm, positifs pour sa vie, mais qui ne s'attache à absolument à rien. mhm. Donc, croyez-vous qu'il y a d'autres géologues qui peuvent prendre la relève si vous n'êtes pas là? Bon, il y a eu plusieurs promotions de géologues à la faculté Mhm, des sciences. Maintenant, il y a l'ENGA qui forme des techniciens mhm, géologues également. Donc, il y a pas mal de promotions, pas mal de géologues mhm. sur le marché. Maintenant, dans mon domaine particulier, bon, beaucoup de gens pensent que je suis un sismologue. Oh, Je ne me suis oui, pas toujours voilà, intéressé à la sismologie. Hein. voilà, on va essayer de faire le lien ou bien la différence entre ces deux. Mais parlez-nous un peu plus de cette discipline, la géologie, comme vous nous avez déjà donné, on a perçu la nature, etc. Je pense que ça a déjà un lien. Bon, par définition, c'est quoi la géologie? C'est une science qui étudie les matériaux Mhm, constitutifs de l'écorce terrestre, qui étudie l'agencement de ces mhm, matériaux entre eux et les phénomènes auxquels ils sont soumis tant en surface qu'en mhm, profondeur. Donc, étudier la géologie, c'est un petit peu faire la photographie de l'environnement dans lequel on vit, faire la photographie du mhm, sol, connaître les formations géologiques et déterminer les ressources qui se trouvent dans ce sol, mhm. les Les ressources ressources naturelles. minières, les Mhm, ressources naturelles, les ressources minières, les ressources pétrolières, l'eau mhm, et les énergies mhm, fossiles, tout ce que les matériaux de construction. Donc, tout ceci est à la base de la géologie. Donc, sans mhm, géologie, on ne peut pas connaître non plus l'environnement, les mhm, sols, l'agriculture. Donc, la géologie fait partie des sciences de la Terre. Donc, c'est une discipline de base qui permet de résoudre beaucoup de problèmes. mhm. Donc, il y a beaucoup de disciplines connexes à la Oui, est-ce géologie qu'on peut parler maintenant de la sismologie? et la sismologie est une discipline connexe. Mhm, Maintenant, j'ai dit que la géologie permet d'étudier l'action des phénomènes naturels mhm, sur l'écorce terrestre. Et parmi ces phénomènes naturels, vous avez les volcans et les mhm, séismes. Donc, en géologie, on étudie les séismes comme des phénomènes géologiques internes. mhm. Maintenant, quelqu'un qui veut se spécialiser dans les séismes, en sismologie, n'est pas nécessairement un Un géologue. géologue. On peut Mhm, être un ingénieur électromécanicien, on peut être un ingénieur civil, mais la sismologie n'a pas vraiment un très grand rapport avec la géologie. mhm, Mais quelqu'un qui est géologue, qui étudie les failles, et qui étudie comment ces failles se déforment, mhm, donc c'est un plus pour le sismologue. Donc moi, j'ai étudié la sismologie en tant que géologue, mais je ne suis pas un spécialiste en mhm. sismologie. Donc c'est à ce titre-là que je pratique plutôt la sensibilisation. Et j'ai pris goût à la sismologie, ou du moins à l'étude des risques naturels, lorsque j'ai fait une spécialisation en France, à l'école des mines de Paris, au centre de géologie d'ingénieurs. Et j'avais un professeur, qui était aussi le directeur du centre, qui aimait beaucoup l'étude des risques géologiques. Il m'a communiqué sa passion pour l'étude des risques géologiques. Quand on dit risques géologiques, on voit les mouvements de terrain, les séismes, les volcans, l'érosion, la Mhm. sédimentation et les inondations. Et j'ai pris goût à l'étude des risques naturels, des risques géologiques. Et de retour en Haïti, j'ai fait quelques recherches. Et j'ai trouvé que les séismes, c'est un sujet extrêmement important. Donc, il y a les failles qui sont là. On peut avoir un séisme à n'importe quel moment. Et j'ai écrit mon premier article sur les séismes en 1995.
Donc j'ai remis cet article au rédacteur en chef du journal du quotidien Le Nouvelliste. À l'époque, c'était le docteur Carlo Desinor. Il m'a dit, bon, c'est un article extrêmement intéressant, je vais le publier. Et puis 15 ans plus tard, on a eu le séisme. Oui. Et tout a été annoncé à travers cet article-là. Et je voudrais également regarder peut-être le lien qu'il y a entre la géophysique et la géologie, parce que récemment, on a reçu le géophysicien Steve Julien Simit. Il nous dit que la géologie peut être un apport à la géophysique. Et peut-être vous, en tant que géologue, comment un géologue comme vous peut travailler avec un géophysicien? Bon, effectivement, la géophysique est beaucoup plus spécialisée que la géologie. Bon, pour prendre une analogie, on peut être un médecin, un interniste. Donc on a des connaissances sur beaucoup de choses. Mais demander à un pédiatre, bien un gynécologue, c'est encore un médecin, mais c'est un médecin spécialisé dans un domaine bien particulier. Donc en tant que géologue, j'ai une vue générale sur tout ce qui concerne les roches, et les minéraux, la sismologie, les risques naturels, la tectonique des plaques, la recherche minière. Parce qu'au départ, j'ai été formé pour la recherche minière. Donc j'ai fait beaucoup de recherches en Haïti, j'ai découvert pas mal de gisements. Donc je connais bien le pays, je l'ai sillonné partout. Donc j'avais une spécialisation en géologie minière. Donc c'est maintenant que je me penche surtout sur la sismologie, mais la sismologie en tant que recherche des failles. Et je m'intéresse surtout à la sensibilisation de la population pour pouvoir diminuer la vulnérabilité de la population face à ces phénomènes naturels. Vous avez abordé un point qui nous intéresse également, et on l'a également abordé, il faut le dire, avec le géophysicien, mais vous, en tant que géologue, on dit souvent que Haïti est pauvre tout en étant riche à travers ses ressources naturelles. On pourrait les développer afin qu'on puisse aller sur le chemin du progrès, de la richesse. Est-ce vrai que nous sommes aussi riches, comme on dit? Ça c'est un autre débat. Hein. Mais en tant que géologue minier, j'ai passé près de 40 ans à faire de la recherche minière en Haïti, donc je connais un petit peu le milieu. On dit beaucoup de choses sur les ressources minières. On dit que nous roulons sur l'or, que nous avons beaucoup plus de pétrole que le Venezuela et l'Arabie Saoudite. Bon, tout ça, ce sont des élucubrations de profanes. Et je pense qu'Haïti est suffisamment riche pour se développer en se basant sur ses ressources minières. Mais nous ne sommes pas aussi riches qu'on le pense. Nous avons des gisements d'or, ce sont de petits gisements, et on peut commencer l'exploitation de ces gisements. Nous avons beaucoup de ressources non métalliques, des matériaux de construction, de l'argile. On peut penser à un développement à partir des ressources minières. Maintenant, ce qui a trait au pétrole, il n'y a pas suffisamment de recherche pétrolière. Et les quelques forages qui ont été réalisés, une dizaine à peu près, ne sont pas suffisants pour dire que nous avons le pétrole. Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais retrouvé et on n'a jamais mis en évidence l'existence du pétrole en Haïti. Donc il faut faire beaucoup de recherches. Il faut ouvrir l'investissement minier et permettre aux sociétés qui sont spécialisées dans la recherche minière, dans l'exploration, de faire des recherches, parce que nous avons un pays qui est encore vierge. Parce que dans le nord, il y a ce qu'on appelle un couloir de minéralisation, dans lequel on peut trouver des substances métalliques. Mais du côté dominicain, on a trouvé un méga gisement qui a des réserves de près de 18 millions d'onces d'or, alors que les gisements du côté haïtien ne dépassent pas 400 000 onces d'or, ce sont de petits gisements. Donc il faut continuer les recherches de manière à avoir un gisement de la taille de celui qu'on a en République dominicaine, ou du moins des gisements de taille industrielle. Donc le moment est venu de laisser notre invité reprendre son souffle. On vous revient dans quelques poussières de secondes. À vous qui venez de débarquer sur les côtes de la télévision Pacifique, vous suivez l'émission À travers et nous avons avec nous notre géologue Claude Prepty. Comme on l'avait dit, ingénieur Prepty, dans la première partie de l'émission, il ne serait pas question de parler trop de tremblements de terre, mais dans cette deuxième partie, on va plutôt la consacrer à parler de cette menace. Donc, une question que je voudrais vous poser, vous avez vécu le tremblement de terre du 12 janvier 2010, vous étiez en Haïti?
Oui, j'étais en Haïti et je devais faire un cours ce mardi-là, à l'heure du tremblement de terre, à l'université GOC. Ah. Mais on a eu à me dire qu'il n'y a pas suffisamment d'étudiants à s'inscrire pour ce cours, donc il faut revenir dans 2 mois. Je suis parti, bien avant. Et le bâtiment s'est Oui, effondré. ça fait effondré. Je crois qu'il y a eu Beaucoup beaucoup de de morts, une morts. centaine de morts, des professeurs Oui. avec qui je conversais lorsque je faisais mon cours sont partis également ce jour-là. Donc j'ai laissé mon bureau ce jour-là vers 1 heure. Je ne sais pas pour quelle raison. Le bureau s'est effondré également et j'ai été chez moi. Donc j'étais chez moi lorsque la terre a commencé à trembler. C'est la première fois que vous vivez cette expérience. Oui, oui. Bien avant, j'avais ressenti une secousse, mais de faible magnitude. C'était en mai 2005, je crois. C'était une secousse, une petite secousse de magnitude 4. Mais c'est la première fois que j'ai eu à vivre une telle expérience, bien que j'ai toujours averti qu'on va avoir un gros séisme. Vous étiez préparé mentalement? J'étais préparé parce qu'au moment où le tremblement a eu lieu, je me suis dit, bon, ça, c'est pas une mince affaire, c'est de magnitude 7. J'ai automatiquement fait le calcul. Ah. Et après, je suis sorti de la maison parce que j'ai vu de la poussière dans l'air. Je me suis dit, ah, Port-au-Prince a été anéanti. Parce que nous n'avons pas su résister à une telle magnitude. Et cela m'avait fait beaucoup de mal. Vos proches étaient à l'abri, tout le Bon, monde, vous savez, votre famille? nous sommes une famille assez nombreuse, on est 6. Je suis le seul à être en Haïti. Ah, ok. Donc mes frères et sœurs sont à l'extérieur depuis près de 30 ans. Donc j'étais le seul à être en Haïti. Bon, ma femme, mes enfants sont en Haïti. Et ils revenaient de l'école, donc on était là. Et on a dû dormir dans la rue pendant plusieurs jours, comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc, on dit que les séismes constituent un type de désastre dont les causes sont entièrement indépendantes de l'action de l'homme. Cependant, il y a certaines informations qui font croire que le tremblement de terre qui a dévasté Haïti est le résultat d'un essai par l'US Navy de son arme sismique, les États-Unis, bien sûr. Donc, que pensez-vous de ces informations? Est-ce qu'il est possible que l'homme puisse provoquer un tremblement de terre à l'avenir? Est-ce possible? Bon, la vérité, 90% des séismes à travers le monde sont d'origine tectonique. Donc ce sont des tremblements de terre qui proviennent justement du déplacement des plaques tectoniques de l'écorce terrestre. Et donc les tremblements de terre se produisent à partir de la déformation des failles sismiques. C'est pourquoi on dit que c'est d'origine tectonique, 90%. Donc les 10% restants, ces tremblements de terre peuvent venir des éruptions volcaniques, c'est ce qu'on appelle des éruptions de volcans. Mais l'homme peut également provoquer des tremblements de terre à travers des essais nucléaires souterrains. Donc si je fais exploser une bombe quelque part, après l'explosion, il y a des ondes qui vont se propager dans le sol à la manière de tremblements de terre qui peuvent causer des dégâts. Mais ce qui s'est passé le 12 janvier, je n'attribue pas à des essais nucléaires souterrains. Parce que le 12 janvier, ce n'est pas pour la première fois que Haïti a subi un séisme. Donc dans son histoire géologique, les premières manifestations sismiques ont débuté en 1701. Ce sont des manifestations connues. Bien avant, il y en avait. Mais la première manifestation connue, date de 1701. Et la ville de Léogane a été détruite. Et ensuite, on a eu des séismes en 1751, en 1770. On a eu beaucoup de séismes en Haïti. Est-ce qu'à cette époque-là, c'était dû à une norme qu'utilisaient certaines nations? Je ne le pense pas. D'autant qu'aujourd'hui, on a les moyens pour faire la différence entre un séisme naturel et un séisme artificiel. Parce que certains appareils enregistrent les ondes sismiques. Quand c'est un séisme naturel, on enregistre trois catégories d'ondes qui se succèdent. Une onde primaire, une onde secondaire et une onde de surface. Donc on voit nettement ces 3 ondes sur les appareils. Alors que quand il s'agit d'explosion, on n'a qu'une seule onde. Donc on a des appareils, on est suffisamment avancé pour faire la différence. Oui, comme parce vous que dites. quand même, à travers le monde, il y a des appareils, des sismomètres qui sont placés. Et justement, à propos d'essais nucléaires souterrains, il y a une organisation qui est l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui interdit aux États de faire des essais nucléaires souterrains. Donc l'AIEA a placé sur tout le territoire, sur toute la planète Terre,
des appareils pour enregistrer justement la zone de sismique. Et les pays membres ont signé des traités d'interdiction des essais nucléaires sous terre. Donc si c'était dû à un essai nucléaire, à une norme quelconque, le monde scientifique en aurait parlé et cet État-là aurait subi les conséquences. Donc pour moi, c'était tout à fait naturel. Et y a-t-il des études qui nous permettront à l'avenir de prévoir quel moment un tremblement de terre va se produire? Est-ce qu'on peut espérer cela? On n'est pas encore à ce stade, hein. On y travaille. Loin ou bien près? On est quand même assez loin, mais quand même on peut faire de la prévision, parce qu'il y a une différence entre prévenir un séisme et prédire un séisme. On est pratiquement dans les étapes de la prévision. On peut prévoir en se basant sur l'étude des failles, sur la sismotectonique, sur la géophysique. Donc les sismologues peuvent dire que dans telle région, à l'échelle d'une dizaine, d'une vingtaine d'années, compte tenu des paramètres qui sont disponibles, on peut avoir un séisme de telle magnitude dans une zone donnée. Mais prédire un séisme, c'est dire exactement le jour, l'heure, le lieu, l'intensité. Ça, on ne sait pas le faire. Évidemment, après un séisme, il y a aussi le comportement des animaux. On a constaté que certains animaux peuvent avoir un comportement bizarre juste avant un séisme. Certains animaux sortent de leur cou, les serpents agités, ou bien... sont agités, les chiens, les chats sont agités, les oiseaux émigrent. Donc, ce sont des indicateurs qu'il va y avoir un bouleversement. Maintenant, traduire tout ceci en équation et dire aux gens où le séisme va se produire, c'est encore difficile. Donc, on n'est pas à ce stade, mais j'espère qu'à l'avenir, les scientifiques trouveront des équations, des méthodes pour dire aux gens 1 heure, 2 heures avant un séisme, il faut évacuer parce qu'un séisme va se produire. C'est un phénomène qui fait beaucoup de dégâts lorsque l'on construit mal. Donc, les pertes sont toujours considérables. Donc, si on arrive à dire exactement 1 heure à l'avance qu'on va avoir un séisme, donc on aura le temps d'évacuer, de faire sortir les gens de leur maison. Donc, on voudrait aborder peut-être le lien qu'il y a entre les inondations et qui sont d'origine météorologique et les séismes d'origine géophysique. Donc, il semblerait qu'il existe un lien entre ces deux phénomènes naturels. Pouvez-vous peut-être nous éclairer sur ce point? Bon, il n'y a pas un lien direct entre séisme et inondation. Quand un séisme se produit, bon, inondation, on peut aussi parler de submersion marine. Une faille qui passe en mer, et que si cette faille est active, elle produit un séisme, ce séisme va générer un tsunami. Un tsunami, donc c'est l'arrivée de la vague sur le littoral. Donc c'est ça. C'est ça que vous appelez inondation, oui. Et il y a un lien très étroit entre les séismes et le tsunami, parce qu'un tsunami, c'est un effet induit d'un séisme. S'il n'y a pas de séisme, on n'aura pas de tsunami. Donc si la faille passe en mer, donc, si la magnitude elle est suffisante, elle est supérieure à 6,5, et la profondeur du séisme, ça va à moins de 50 km, donc cela peut engendrer un tsunami. Mais si nous parlons d'inondation en période pluvieuse, ça n'a aucune relation. De même qu'un raz-de-marée en période pluvieuse, on peut avoir un cyclone. Donc la houle cyclonique peut provoquer la remontée de la mer. On peut avoir des inondations, une submersion marine, mais ceci n'a rien à voir avec les actions tectoniques. Donc, ça nous voulait retourner sous déclaration président République là, Jovenel Moïse. Et il fait qu'on est Haïti, puis bien préparé avant 2010, pays a plus résilient, plus capable de faire face à la catastrophe naturelle. Il a fait déclaration ça dans un sommet Concordia à New York en septembre 2018. Donc, nous croyons que c'est le monde qui est mieux placé pour nous connaître si nous parlons, parce que toujours dit, tremblement de terre pas en fatalité, c'est pareil pour nous parler. Est-ce que nous pouvons parler vrai avant 2010? Bon, je n'ai pas écouté personnellement la déclaration, mais lorsqu'on parle de résilience, qu'est-ce que ça veut dire résilient? Résilient veut dire résister au choc. Dans résilience, on voit rebondir. C'est un concept plutôt psychologique qui s'applique à l'homme, qui, une fois affecté par un traumatisme, a la faculté de se reconstruire. C'est comme si pour un monde qui tombait, il frappait, il fait le mal, et puis il relevait, il battait, et puis il continuait. Donc c'est un terme qui s'applique au phénomène naturel. Donc la résilience d'un pays consiste pour ce pays-là à se reconstruire après avoir subi les assauts des menaces naturelles.
Maintenant, est-ce que nous sommes prêts après 2010? Donc avant 2010, il y a très peu d'efforts qui étaient faits. Nous parlons de catastrophes naturelles, nous ne parlons pas spécifiquement de tremblements de terre. Donc on pratiquait plutôt le post-désastre avant 2010. Donc on venait en aide à la population après un cyclone. C'est ce phénomène-là que l'on connaissait le mieux. Mais après 2010, il y a eu une prise de conscience du phénomène sismique et on a appris la notion de réponse, d'augmentation de capacité de réponse. Et pour pays résilients, il faut que les dotés d'outils nécessaires pour bien comprendre qu'ils sont capables de faire face à ce phénomène. Donc il ne suffit pas de pratiquer le post-désastre, mais il faut aussi aller en amont pour pouvoir déterminer les menaces naturelles, et les identifier et ensuite les maîtriser. Et c'est à partir de ça qu'on peut apporter la réponse. Donc nous sommes capables de dire que pendant 9 ans, il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place pour la cartographie des sols. Nous avons actuellement un réseau de surveillance sismique. Nous avons une cartographie multirisque faite au niveau département, qui fait déjà pour la Grandance. On parle de zone micro-zonage? Le micro-zonage est un élément de la cartographie multirisque. Quand on dit multirisque, au niveau du département, on fait la cartographie de l'aléa sismique, on fait la cartographie de l'aléa mouvement de terrain, cartographie inondation, cartographie cyclone, submersion marine. Donc tous les types de risques qui peuvent affecter un département, on en fait une cartographie. Et on fait des plans de prévention que l'on remet aux décideurs locaux, aux collectivités territoriales. Et ces plans vont être appliqués à partir d'exercices de simulation. Donc nous faisons avec le PNUD pour le département de l'Artibonite, pas de l'Artibonite, pour le département de la Grandance. Et on est en train de faire le même travail pour le département du Nord-Ouest. Et on compte le faire pour tous les départements. Donc c'est des outils qui n'ont pas existé avant 2010. Donc, on est en train de se doter des outils nécessaires pour pouvoir devenir plus résilient. Parce que la résilience, elle se construit. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça en claquant des doigts. Donc, on est en train de construire la résilience. Et si nous prenons le cas du Chili, le plus grand séisme qui s'est produit à travers le monde, cela s'est fait au Chili en 1960. C'est un séisme de magnitude 9,5. Il y a eu beaucoup de morts et Chili n'est pas de pareil. Maintenant, 50 ans plus tard, disons qu'un mois après le séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, le Chili a été frappé par un séisme de magnitude 8,8 et il n'y a pas eu plus de 200 morts. Donc, le Chili est un pays résilient. Mais résilient après combien de temps? 50 ans. 50 ans. Donc, nous devons construire notre résilience. Nous sommes en train de mettre les outils en place et je pense que d'ici 30 ans, 40 ans, si on prend les mesures qu'il faut, si on si on continue à implanter la mémoire des événements naturels, on finira par être résilient. On sera résilient. Pensez-vous que cette menace est encore présente dans la mentalité des Haïtiens? Ne pensez-vous pas que c'est déjà oublié, la façon dont vous voyez les citoyens, les citoyennes de leur quotidien, les dirigeants? Et pensez-vous que cette menace est encore dans leur tête? La menace elle est encore présente chez ceux qui ont vécu le 12 janvier, mais pas oublier qu'il y a un pile de monde qui fait après le 12 janvier. Oui, c'est ça fait déjà 9 ans. Il va vivre, il va connaître. Et je pense que nous pas mettre en place suffisamment la mémoire des événements, parce que tout ce que je fais maintenant, je fais la sensibilisation de la population, bon, ce n'est pas pour cette génération, parce que si un séisme se produit demain, on va avoir autant de dégâts, parce qu'on n'est pas prêt vraiment. On n'est pas vraiment maintenant un pays résilient, mais nous devons travailler pour les générations à venir. Pour ces enfants-là, qui n'ont pas connu le 12 janvier, il faut que nous mettions en place la mémoire de cet événement et travailler pour un pays sécurisé au niveau du bâti, au niveau de l'éducation, au niveau de la réponse. Mais dans quel secteur jugez-vous qu'on est plus vulnérable? Parce que vous dites que ce que vous avez peur, c'est de notre vulnérabilité. On est plus vulnérable au niveau du bâti. Okay. Nous construisons de n'importe quelle manière, nous construisons n'importe où. Nous ne pratiquons pas, nous ne mettons pas en pratique les normes de construction, les normes conventionnelles, qu'il faut renforcer par des normes parasismiques, parce que nous vivons dans un pays où le risque sismique est assez élevé.
Donc il faut renforcer les normes conventionnelles par des modalités constructives, des modalités parasismiques. Donc il faut mettre en pratique. Il y a des outils qu'on a eu après le Justement, et ça c'est un terre. acquis, hein, parce qu'avant le 12 janvier, on n'avait pas de code de construction, mais après le 12 janvier, on a des règlements, on a un code national du bâtiment. Donc nous avons des études de microzonage qui disent aux ingénieurs et aux constructeurs, voilà comment il faut construire. Il faut reconstruire le centre-ville de Port-au-Prince. Voilà, il faut construire, si on est au Cap-Haïtien, à Port-de-Paix, Fort-Liberté, Ouanamet. Donc ce sont autant d'outils qui sont disponibles. Donc, qui devraient nous permettre de mieux construire maintenant. Parce qu'en fait, lorsqu'un tremblement de terre se produit, ce n'est pas l'onde sismique qui tue les gens. Ce sont des bâtiments qui sont mal construits, qui tombent sur les gens. Donc, pour réduire la vulnérabilité de la population, il faut mieux construire. Ensuite, faire l'éducation de la population. Ces gens-là qui vivent dans ces bâtiments, qui vivent dans les écoles, qui sont dans les hôpitaux, il faut que ces bâtiments soient bien construits, mais également il faut faire l'éducation de ces gens pour que ces gens aient le comportement qu'il faut face à ces menaces. Parce qu'il y a un comportement vis-à-vis du risque sismique, il y a un comportement vis-à-vis du risque cyclonique, un comportement vis-à-vis du risque d'inondation, mais ces comportements, ces réflexes s'apprennent à l'école. Donc il faut introduire dans le curriculum des enfants et toutes ces menaces, tous ces aléas naturels pour que les gens sachent exactement que nous devons vivre avec les failles. On ne peut pas empêcher un tremblement de terre de se produire. On ne peut pas empêcher un cyclone de se produire. Donc nous devons vivre avec, ce sont des phénomènes naturels. Mais il faut aussi apprendre à se protéger. Il faut se préparer. Donc c'est pareil pour nous parer. Mais, pardon, on dit c'est pareil pour nous parer, mais il y a quelqu'un qui croit que entre l'an de terre, pour 12 janvier 2010, ça prend temps pour le produire encore et peut-être nous avons le temps pour préparer nous, et pas de soucis, il ne faut pas trop s'inquiéter. Qu'en pensez-vous de ça? Vous savez, lorsqu'un tremblement de terre se produit, ça se fait sur une faille, sur un segment de faille bien déterminé. Mais il y a plusieurs segments de failles, il y a plusieurs failles qui sillonnent dans le pays. Donc un tremblement de terre qui se fait sur un faille particulier et les autres failles qui accumulent de l'énergie. Le 12 janvier, on dit que le tremblement de terre s'est produit sur une faille secondaire qui passe sur la ville de Léogane. Mais la faille de la presqu'île du Sud, ça fait 250 km de long, tout au long de la presqu'île du Sud. La faille du Nord, ça fait 300 km. Donc il y a autant d'énergie qui s'accumule sur ces segments de faille. Donc ce sont d'autres séismes. Effectivement, là où le séisme s'est produit le 12 janvier, peut-être que cela prendra beaucoup de temps pour que ce même séisme puisse se reproduire. Mais les autres segments de faille ont autant d'énergie et peuvent produire autant de séismes sur Haïti. Cette menace, comme vous dites, elle est permanente, elle est quasi permanente. Il faut nous préparer. Elle est toujours là, donc c'est pareil. Je vois que on peut même se baser sur cette phrase de Marcel Roubaud qui dit « Si l'homme ne peut pas tout empêcher, il peut beaucoup prévoir ». C'est ça. Donc, je pense que c'est sur cette note de prévention que nous mettons fin à l'émission de cet après-midi. Merci encore, ingénieur, de nous avoir gratifiés de votre présence. Je terminerai pour dire que Haïti a intérêt à investir dans la prévention parce que la prévention coûte beaucoup moins cher que la reconstruction. Oui, oui. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Et nous allons continuer la quête de découverte de personnalités à travers une autre émission à travers.